Merci de rester à notre compagnie pour la seconde partie de New World Forum. La partie politique, nous aurions dû faire un débat, mais notre deuxième invité s'est excusé à la dernière minute pour, dit-il, des raisons indépendantes de sa volonté, qu'à cela ne tienne. Nous allons nous entretenir avec Maître Jean Abidjessa. Maître, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler de la feuille de route de la CEDEAO, mais laissez-moi vous présenter brièvement. Vous êtes avocat de profession, avocat au barreau de Lomé. Vous êtes ancien ministre, notamment de la Justice, et puis président d'honneur maintenant du Pacte socialiste pour le renouveau, parti d'opposition. Vous êtes membre de la coalition des 14. Absolument. Et comment se déroule votre quotidien politique maintenant que vous avez quitté la tête du PSR depuis quelques années déjà? Je suis actif politiquement, je suis acteur de la crise actuelle, je suis acteur politique au même titre que lorsque j'assumais les fonctions de secrétaire national du PSR. Mais je dois dire aujourd'hui que, comme beaucoup de Togolais, qu'on ne voit pas tous les jours, qui ne s'estiment pas tous les jours, j'œuvre pour que mon pays aborde avec sérénité la période actuelle et que la crise qui a miné notre vie collective, cette crise-là trouve une solution. Comment se sent-on quand on a été pendant longtemps sous les projecteurs? Comment se sent-on subitement quand on se retrouve un peu... Mais vous savez, la politique, on ne l'exerce pas à plein temps. On a des heures pour des discussions, faire la politique, se déplacer, rencontrer les gens, échanger. Et on a aussi des heures pour travailler. Moi, je suis avocat, je suis pleinement avocat, donc la vie, elle est faite ainsi. Hein. Vous savez, on n'a pas le temps, voilà. Donc, vous n'avez pas de regrets, vous n'avez pas d'ennui, vous n'avez pas de nostalgie? Mais absolument pas. Non, mais on ne peut pas, je ne peux pas avoir de nostalgie. Je ne suis pas retraité politique. Je suis un acteur. Je pense que nous devons tous comprendre qu'on ne peut pas être à vie chef de parti politique, on ne peut pas être à vie membre d'un gouvernement, on ne peut pas être à vie membre d'une majorité présidentielle, on ne peut pas être à vie président de la République. Donc, il faudrait que nous soyons en parfaite harmonie avec les règles qui régissent la vie démocratique. J'ai été président d'un parti, donc secrétaire national, premier responsable. Je suis fier de l'avoir servi, d'avoir servi des idéaux, d'avoir construit ce parti avec les amis. Et aujourd'hui, je suis encore heureux de voir que d'autres personnes sont là pour diriger ce parti, pour relayer, pour amplifier, pour apporter aussi une vision nouvelle au regard des enjeux qui se posent, qui sont ceux de la société nationale. Mais donc, il n'y a jamais de regret en pleine forme, bien luisant. Est-ce que l'envie ne vous prend pas de revenir je suis au devant de la scène? Je suis là. Peut-être que je ne suis pas aux réunions des premiers responsables de la C14, mais je suis là. Je suis acteur politique à part entière. J'aime mon pays, j'aime l'espace public, j'aime le débat public. Et je pense que tant que je pourrai, dans la mesure de mes moyens, je contribuerai modestement à ce que nous puissions faire de notre société une nation civilisée, une société moderne. Ouais, merci, Maître Jean Abidjessa, pour cette brève introduction. Revenons donc à notre sujet, la feuille de route de la CEDEAO. Beaucoup de Togolais pensaient qu'au lendemain du 31 juin, après le sommet de la CEDEAO qui devait statuer sur le cas togolais, beaucoup pensaient que le pays allait rentrer dans une ère nouvelle. Mais pratiquement un mois après, c'est le statu quo. Est-ce que vous comprenez ce statu quo? Il est peut-être difficile de dire c'est un statu quo. Moi, je pense que les orientations essentielles ont été données dans la feuille de route du 53e sommet de l'Union de la CEDEAO. Et il revient aux facilitateurs qui ont reçu maintenant le plein mandat de nous accompagner dans l'adoption concrète des mesures. Il appartient aux facilitateurs de s'organiser pour que les mesures concrètes soient prises, que cela se traduise dans l'adoption des tests et que nous puissions assez vite aller aux élections qui sont projetées, à la fois les élections législatives à venir,
plus tard les élections présidentielles et pourquoi pas les élections locales. Donc parler d'un statu quo aujourd'hui me semble peut-être un peu exagéré, mais je trouve quand même qu'il y a dans la population togolaise une impatience. Il y a dans la population togolaise aujourd'hui le sentiment que peut-être on ne va pas assez vite, mais je crois que ce qui est essentiel, c'est que la facilitation nous accompagne dans la mise en œuvre de cette feuille de route. Maître Abitchessa, votre optimisme m'inquiète. Quand on fixe les élections législatives au 20 décembre, c'est-à-dire dans 5 mois, et qu'on passe un mois à pratiquement ne rien faire, vous me dites que ce n'est pas un statu quo. Il faut me trouver un autre... Je ne sais pas si, sur la date de ces élections, le 53e sommet a pu dire que c'est une date péremptoire. Vous savez que... Une date est une date. Une date est une date. Mais vous savez, on avait annoncé... Vous pensez que c'est du bluff. Mais on avait annoncé beaucoup de dates. Excusez-moi. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des mesures concrètes à mettre en œuvre avant l'organisation du scrutin à venir. Et ces mesures doivent être prises. Et elles doivent même se traduire dans des réformes constitutionnelles avant d'aller à ces élections. Donc, il faudrait être très sérieux et comprendre aujourd'hui ce qui se passe. Moi, je pense que les gens ne s'impatientent pas parce que depuis le 31 juillet, la facilitation n'est pas arrivée pour que les travaux commencent, mais ils s'impatientent parce que d'un autre côté, il y a une agitation incompréhensible et que les gens ont peur que la volonté des chefs d'État, qui a été traduite dans la feuille de route, soit court-circuitée par un régime qu'ils connaissent si bien. Bon, on va revenir. Il me semble, suivant votre regard, que vous parliez de l'initiative de la CENI, d'entamer les opérations de révision électorale. La gesticulation du régime. On y reviendra. Mais le mois passé là, donc vous pensez que c'est mis à profit pour huiler la machine et pouvoir opérer les réformes? Vous savez, d'un côté, il y a la facilitation à chercher aussi à comprendre parce que il faudrait qu'elle réunisse un certain nombre d'éléments, d'informations sur des sujets majeurs contenus dans la feuille de route. Donc, d'un autre côté, la facilitation a continué son travail. Je pense qu'il y a des Togolais qui ont été consultés par la facilitation pour comprendre un certain nombre d'aspects de choses. Mais de l'autre côté, les chefs d'État qui nous aident dans ces moments assez importants de notre vie publique, ces chefs d'État ont d'autres préoccupations. Et je pense que les délégations étaient annoncées plusieurs fois. Il y a eu sans doute des impondérables liés à leur fonction. Mais quoi qu'il en soit, nous serons pleinement dans les jours à venir dans un processus de démarrage des activités, des discussions. Et ce processus ne doit pas être long. Je pense qu'il doit être assez court et je pense que chacun doit assumer ses responsabilités pour que les débats ne puissent pas se rallonger. Quoi qu'il en soit, nous savons déjà, entre nous Togolais, ce qu'il faut faire pour que nous sortions de la crise. Ah bon? Mais nous le savons. Nous savons les textes à adopter. Nous savons la quintessence des textes. Nous savons les principes majeurs qui doivent régir notre vie démocratique. Aujourd'hui, il faudrait que chacun puisse assumer. Voilà, moi je pense qu'on nous disait entre-temps que le dialogue va être fait sur le plan, va être fait par nous-mêmes Togolais. Le Premier ministre Classou avait pris des initiatives. Que vous avez boycotté. Mais bien sûr, mais parce que tout cela relève un peu d'une forme de stratégie, d'un régime qui veut à la fois, lorsqu'il a des problèmes, solliciter la communauté internationale, parce que le chef de l'État a été le premier à courir chez ses pairs de la sous-région pour demander de venir au secours du pays lorsqu'il a été ébranlé par les manifestations d'août 2018. Mais de l'autre côté, mais vous savez qu'il a fait des déplacements. Vous le savez. Vous savez qu'il a fait des déplacements. Mais je ne sais pas ce mais vous savez qu'il a fait des déplacements. Vous savez qu'il a fait des déplacements. Mais ça suffit. Vous êtes un peu dans le secret des dieux, pour savoir ce qu'il a pu dire à ces homologues. Enfin, c'est ça. Mais d'un autre côté, voilà, lorsque on pense que les rapports s'inversent, alors on s'agite. Tout cela n'est que
du déjà vu. Voilà. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, la CEDEAO, qui est venue au secours de notre pays, nous donne l'occasion assez rapidement de mettre en œuvre les mesures, les réformes constitutionnelles qui étaient déjà actées en 2006 à travers un accord politique. Et aujourd'hui, il faut le matérialiser. Et de l'autre côté, il faudrait rompre avec une manière de faire, une manière de préparer des élections pour aborder une élection qui sera sans doute un peu plus acceptable. Vous ne l'avez pas dit ouvertement, mais je vous sens très satisfait de la feuille de route proposée par la CEDEAO. Vous savez, la CEDEAO a fait une feuille de route. Je pense que j'ai écouté les uns et les autres. Il y a des insatisfactions qui ont été relevées. Moi, mes propos ne sont pas de dire tel a bien fait de dire ceci ou cela. Moi, je constate d'une part que cette feuille de route ouvre des horizons, parce qu'il s'agit de, entre autres, tel point. Cette feuille de route, à mon avis, engage les acteurs politiques assez rapidement à mettre en œuvre les réformes constitutionnelles et à organiser dans un esprit de consensus des élections à venir. Donc vous le considérez comme un de vos compagnons, que c'est une victoire importante d'étape, hein? Mais vous savez, à ce niveau, je pense qu'il y a des éléments majeurs qui figurent dans cette feuille de route, qui relèvent de la réclamation de la C14 et d'une grande partie du peuple togolais. Il y a des points non clarifiés qui vont être clarifiés au cours des discussions. Les points même qu'on pense assez lointains et qui doivent faire l'objet d'une discussion seront versés au débat lors de ce dialogue. Mais je le répète, il ne s'agira pas de mettre des mois de dialogue. Il s'agira pour nous que chacun s'assume, que le pouvoir arrête de faire diversion et qu'on aille à l'essentiel. Je pense que c'est l'objet des jours qui vont venir et des rencontres que nous allons avoir. Et certains se demandent si votre satisfaction de cette feuille de route est sincère, parce qu'au départ, les revendications de la C14 étaient le retour à la Constitution de 92, mais absolument, vote de la diaspora, nous sommes dans à un moment donné, le départ du chef de l'État. Vous n'avez pas obtenu nous sommes dans la dynamique. Mais, vous savez, les chefs d'État de la CEDEAO ne viennent pas au Togo pour dire que M. Faure, allez-y. Ils ne viennent pas au Togo pour dire à M. Faure, allez, on écrit telle phrase de la Constitution sur la limitation des mandats en aucun cas. C'est une exigence du peuple togolais. C'est ce qu'on nous dit de faire. Vous savez, il faut comprendre à quel niveau se joue tel ou tel enjeu. Les chefs d'État nous ont dit, puisque nous leur avons demandé, plus qu'aussi la communauté économique à laquelle nous sommes partis contient des dispositions relatives à la bonne gouvernance et à la démocratie. C'est aussi une affaire communautaire. La CEDEAO nous met devant nos responsabilités aujourd'hui de dire que vous avez tel cap. Voilà les points majeurs sur lesquels vous devez travailler. Voilà les orientations que le processus doit prendre et je mets à votre disposition à la fois notre appui et mon expertise pour que nous puissions arriver à une solution de sortie de crise. La sortie de crise, monsieur, ce n'est pas d'organiser des élections contestables. La sortie de crise, ce n'est pas d'avoir une CENI Godio, une CENI totalement à la solde du pouvoir exécutif. La sortie, c'est avec la même CENI que vous avez fait la présidentielle de 2015. Oui, mais bien sûr, vous savez dans quelles conditions les résultats ont été proclamés. Nos représentants n'étaient pas là. Et le processus était sorti en dehors du cadre légal. Et c'est ça qui amplifie les crises. Aujourd'hui, vos représentants n'étaient pas là, mais la CENI avait atteint son quorum. Vous savez, le quorum atteint, ça permettait la proclamation des résultats. Absolument pas. Ce n'est pas une question de quorum. C'était une question de respect des lois. La validation n'avait pas été faite au niveau de la CENI, CELI par CELI, avant que le régime n'engage la CENI à proclamer les résultats. Mais est-ce que vous avez écouté un peu les rapports des observateurs internationaux à qui vous faites souvent confiance? Ils ont dit que globalement, les élections se sont déroulées de façon satisfaisante. Et que la proclamation a respecté la loi. Moi, je n'ai pas écouté cela. Vous savez, les observateurs viennent constater quoi dans nos pays? Les observateurs viennent constater que le jour des élections, on n'a pas brûlé des urnes ici, il n'y a pas eu un massacre de telle ou telle personne là,
Mais les observateurs ne viennent pas pour nous dire que le processus tel qu'il a été suivi et puis la révision des listes jusqu'à la proclamation des résultats est un processus normal. Personne ne pourra le dire. Au contraire, je pense que l'Union européenne, la CEDEAO, l'OIF nous ont fait toujours des observations pour améliorer notre processus électoral. Mais aujourd'hui, on n'irait jamais faire des observations à la France pour améliorer son processus électoral. Nous devons comprendre qu'au Togo, ce qui crée, alimente, entretient la crise, ce sont les élections. Est-ce que oui ou non, nous pouvons un jour, au moins une fois pour toutes, faire une élection acceptable? Moi, j'ai été candidat, je sais comment une élection se déroule. Je sais comment ça se passe. Vous avez été candidat malheureux, donc disons-le. Oui, candidat rendu malheureux. Voilà, je préfère le dire parce que vous savez, il faut respecter les gens. Je ne sais pas, moi, je ne vote pas pour moi. Je vote mon vote, si je l'exprime pour moi, je ne suis pas à la place des autres citoyens. Ce que je constate, c'est que lorsque, au cours d'un processus, rien n'a été respecté et comme vous dites que vous avez gagné, donc vous avez perdu, moi, je pense que là... Donc vous estimez avoir gagné l'élection présidentielle? Vous voulez que je vous dise que j'ai perdu? Non, mais vous savez, on le dit comme ça. Chacun dit, moi j'ai gagné, j'ai fait ceci, cela. Cela prouve qu'au Togo, effectivement, nous n'avons jamais organisé des élections acceptables. J'ai vu dans beaucoup de pays d'Afrique, et vous le savez bien, que des candidats malheureux, au lendemain d'une élection, vont féliciter le gagnant parce qu'ils ont la preuve. Même si par endroit, il y a des incohérences ou des fraudes, ils ont l'impression réellement que de l'ensemble du scrutin, le gagnant est gagnant. En Afrique, ça se passe. Il faut qu'au Togo, aujourd'hui, le système qui est là, peut-être qui ne fonctionne que sur la fraude pour se maintenir, qu'il comprenne qu'un jour, le Togo doit normalement organiser des élections. Donc vous pensez que toutes les élections auxquelles vous avez participé, notamment les présidentielles de 2010, de 2015, les législatives de 2013, vous estimez que tout ça c'est frauduleux? Pouvez-vous trouver un Togolais, en principe, objectif, qui vous dira que les élections se déroulent objectivement? Je vous ai cité quelques rapports des observateurs internationaux. Vous leur faites souvent confiance, l'Union européenne et la CEDEAO, justement, qui vous a fabriqué la feuille de route. Mais ils n'ont jamais dit que les élections se déroulent normalement. À chaque élection, la CEDEAO, à chaque élection, l'Union européenne nous fait une centaine de propositions à intégrer dans les processus et dans les réformes du cadre électoral de ceci, cela, pour qu'on parvienne à des élections libres et démocratiques. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse un jeu de mots. Nous sommes aujourd'hui, notre génération devait tourner la page des pratiques de notre âge. Vous savez, gouverner les gens, c'est avoir, comme on dit, avoir l'onction du suffrage universel. Gouverner les gens, c'est présenter quelque chose à ces gens et que dans leur majorité, ils vous donnent le quitus pour vous juger sur ce que vous faites. Si le régime actuel intègre le primat de la démocratie, moi je pense qu'on n'a aucun problème. On n'a même pas besoin d'un dialogue, d'une facilitation. Nous avons tout simplement besoin que ceux qui sont au pouvoir comprennent à un moment donné qu'on ne peut pas jouer avec les termes, on ne peut pas jouer avec les expressions, avec les mots, avec la vie des gens, avec les concepts, parce que notre pays, pour consolider son unité, sa cohésion sociale, pour son démarrage économique, a besoin que les règles démocratiques soient fonctionnelles et ancrées dans nos mœurs et dans nos pratiques de tous les jours. Alors, pour revenir à la feuille de route de la CEDEAO, que vous partagez, même si vous ne voulez pas le dire clairement, quelles sont les dispositions clés qui sont considérées par la coalition comme étant des acquis à mettre en sa faveur? Moi, je pense qu'il y a à regarder d'abord que la CEDEAO nous demande d'œuvrer à mettre en œuvre par voie parlementaire, au besoin, le cas échéant, par référendum, les réformes constitutionnelles qui étaient prévues dans l'APJ. Il s'agit du mode de scrutin pour l'élection du président de la République, mais cela ne veut pas dire pour autant que l'élection des députés ne peut pas obéir à ce mode de scrutin, puisque c'est dit, entre autres points,
il s'agit de la réforme majeure de la Cour constitutionnelle, il s'agit de la limitation des mandats présidentiels, il s'agit aussi de la composition de la CENI. Donc, et du vote de la diaspora. Lorsque les chefs d'État... La feuille de route n'a pas parlé de la recomposition de la CENI. Mais bien sûr, la feuille de route parle de l'amélioration du processus électoral, du renforcement de ce processus électoral en faisant en sorte que la CENI soit une CENI dans laquelle les différents acteurs politiques participent d'une manière inclusive. C'est ce que la CENI dit. Et ensuite, la feuille de route dit. La feuille de route dit. Et ensuite, il s'agit de faire aujourd'hui aussi un recensement pour de plus en plus aller vers un fichier électoral acceptable, parce qu'on sait que dans un processus électoral, c'est à ce niveau que commence la véritable fraude. Donc, lorsque la CEDEAO a pris en compte tous ces points, en nous disant dans la feuille de route, puisqu'ils disent entre autres points, en nous disant que les autres points de dialogue sont aussi aversés au dialogue. Parce que si vous lisez cette feuille de route, c'est ce qu'elle veut dire en effet. Moi, je trouve que nous devons aller au concret. Oui. Aujourd'hui, le problème n'est pas de critiquer une feuille de route. Le problème, c'est de mettre en œuvre un certain nombre d'exigences que nous portons nous-mêmes, mais qui sont des exigences utiles pour le pays et pour que nous puissions, dans un proche avenir, aux prochaines élections, qu'elles se déroulent le 20 décembre ou après, que ces élections soient des élections déjà acceptables et que l'élection présidentielle de 2020 soit une élection qui permette au Togo, enfin, dans la sous-région, de suivre les autres pays, parce que l'alternance politique, monsieur, c'est consubstantiel à la démocratie. Il n'y a jamais un pays démocratique dans lequel il n'y a pas possibilité d'alternance politique. Nous l'avons compris, vous l'avez compris, le monde entier l'a compris. Donc il s'agit pour nous aujourd'hui d'accepter que notre pays doit être un pays qui connaissant une alternance politique. Oui. Vous savez, les gens disent beaucoup souvent que le Togo est le seul pays dans lequel il n'y a pas un ancien chef d'État. Je pense que 2020 doit nous permettre d'arriver à dépasser tout ça là. Oui, bon, on va revenir à la parenthèse CENI dans un instant, mais les points que vous listiez tantôt comme étant des acquis en faveur de l'opposition, quand on les examine profondément, rien n'est nouveau, non? Vous parlez du mode de scrutin, vous parlez des élections à 2 tours. Il me semble que ces points avaient été actés, proposés par le gouvernement, actés à l'Assemblée nationale, mais rejetés par l'opposition. Vous savez, il y a 2 étapes dans la démarche du gouvernement. Il y a l'étape de juin 2014 où le gouvernement le Conseil des ministres a adopté un projet de loi qui couvrait l'essentiel des points concernés par l'accord politique global. Et puis, il y a la réaction du gouvernement après août 2017 qui a consisté à réduire cette proposition, cette démarche, et à ramener seulement la réforme constitutionnelle au niveau de 2-3 points, et à prévoir en plus que les réformes qui doivent s'opérer ne doivent pas s'appliquer au passé et au présent. Voilà, donc il y avait dans ce projet de loi à minima présenté par le gouvernement une forme de modélation de ce projet. Il a été taillé pour répondre aux besoins du prince au pouvoir, ce que nous ne pouvons pas accepter. D'ailleurs, en tout état de cause, vous savez, aujourd'hui, on ne le dit pas assez souvent, c'est que une fois que ce projet a été adopté dans la majorité des 2/3 à l'Assemblée nationale, il devait nécessairement être soumis au référendum si nous conformons à notre constitution. Alors aujourd'hui, la CEDEAO est venue dire au gouvernement que ça, vous ne pouvez pas le faire, parce que c'est totalement injuste. Et elle nous a proposé un canevas de travail pour que nous puissions adopter les réformes. Mais est-ce que ce n'est pas le même test qui va revenir, puisque absolument pas. Ce qui a chopé aussi bien en juin 2014 qu'en août-septembre 2017, c'était la portion de phrase « En aucun cas, on ne peut faire plus de mandats ». Cette fois-ci, vous n'avez pas la garantie que le bout de phrase va figurer dans les réformes. On n'a pas besoin d'avoir la garantie, nous devons discuter. Nous devons discuter sur cela. Et vous savez, le gouvernement, dans la dernière mouture, non seulement a dépouillé
la limitation de mandat de ce marqueur-là, qui est qui a quand même un marqueur. Un marqueur chrysogène. Oui, mais bien sûr, qui s'explique. Vous savez, les constitutions expriment le passé des peuples. Donc, cela, non seulement le gouvernement ne l'avait pas mentionné, mais très dangereusement, le gouvernement avait mis une disposition transitoire qui consiste à dire que tous les mandats passés et présents ne sont pas concernés par une limitation de mandat. Ce qui n'est que de droit. Est-ce que même la réforme de la Cour constitutionnelle... Est-ce que ce rappel même n'est pas redondant? Est-ce que ce que... Non, pas du tout. Non, ce que dit la substance de cet article... Mais pas du tout. Mais vous savez, je ne tombe pas dans ce débat, parce que c'est un débat de quelques intellectuels ou intellectuels qui voulaient nous dire que, vous savez, moi je suis juriste, moi je suis cela. Vous savez, moi je suis politique. Je suis juriste aussi, mais je suis politique. Donc vous laissez le droit de côté pour appliquer les règles politiques. Vous savez, le droit, je vais vous dire, le droit et la politique font corps, mais le droit et la politique ne se combattent pas. Et le droit et la politique s'inscrivent dans l'histoire des nations. Si nous voulons au Togo qu'aucun chef d'État ne régente à vie la vie publique, nous le matérialisons dans un texte, il faut que ce texte soit appliqué. Si au Togo, parce que nous sommes le seul pays de la sous-région où le chef d'État fait encore 15 ans, il est dans son 3e mandat. Si le Togo veut décider de tourner cette page, ne me dites pas qu'elle va être tournée en 2030, en 2025 ou je ne sais pas à quelle date. Elle doit être tournée une fois tournée lorsque vous adoptez un texte. C'est ça le sens d'un texte. Et on se plaît à dire aux gens, mais vous savez, en Afrique, on veut raisonner à l'inverse. Lorsqu'un chef d'État vient, il trouve la limitation de mandat lors de son élection, comme ce fut le cas du président Yadima, et qu'après, il décide de faire modifier la Constitution parce qu'il est en fin de mandat pour se représenter, alors on ne lui oppose pas le fait qu'il a été élu sous l'égide de la limitation de mandat, donc il ne peut pas. Mais ça, c'est à vous de le dire. Mais écoutez, non, vous savez, nous avons l'intelligence tous pour comprendre. Vous voyez, nous ne sommes pas là dans une arnaque intellectuelle. Nous sommes des hommes raisonnables. Il ne faut pas duper les peuples. Lorsqu'un peuple veut se doter d'un mécanisme pour éviter les longs pouvoirs, il faut que ce soit respecté. On ne diffère jamais l'application d'une loi. Mais vous allez ôter un texte d'une constitution qui a été promulguée, qui est en vigueur, pour dire que c'est à l'an 2020, à l'an 2040, à l'an 2050 qui rentre. Mais ça n'a pas de sens. Oui, on peut moduler l'application. Ça n'a pas de sens. Ça existe en droit, vous le savez. Vous savez, lorsque ça existe, on peut le voir dans certaines circonstances particulières où on a besoin d'un temps pour mettre à jour un certain nombre de données ou pour régler certains mécanismes pour que telle ou telle disposition s'applique. Mais dans le cas d'espèce, nous sommes au niveau de la limitation des mandats. Nous sommes dans un pays qui a connu la limitation des mandats et dans lequel un groupe a supprimé cette limitation. Mais dans ce pays-là aussi, depuis 2006... Supprimé de droit. Oui, depuis 2006, tout le monde s'est engagé à ce qu'il y ait ces mécanismes dans notre Constitution. Et en 2007, au sortir des élections législatives, si on l'avait adopté, personne n'aurait parlé de cette rétroactivité ou pas imaginaire de nos lois. On serait en équilibre avec nous-mêmes. Aujourd'hui, par l'effet de la ruse, par le fait du dilatoire, par le fait de ceci, cela, un régime a consommé 3 mandats et nous dit, mais je suis là encore. Si vous voulez adopter une réforme et vous voulez que nous soyons impliqués dedans, cette réforme-là, cela ne nous concerne pas lorsqu'il s'agit de la limitation des mandats. Attendez-nous à l'an 2030, 35 ou 40. Tout ça là n'est qu'une aberration. Bon, peut-être c'est une caricature aussi parce que je caricature parce que ceux qui nous écoutent doivent comprendre bien que le débat n'est pas une technique juridique. Le débat, c'est un problème de société, c'est des choix fondamentaux qu'on fait et il faut assumer. Lorsqu'on accepte la limitation de mandat, on accepte en même temps, le jour-là même, que le pouvoir en place ne puisse pas perdurer. C'est votre interprétation de la loi. Est-ce que la feuille de route de la CEDEAO, à votre avis, est-ce qu'elle est assez claire? Elle permet une application sans dilatoire? Je pense que la feuille de la route de la CEDEAO nous permet de faire quoi? Tout de suite, de dire que nous devons rapidement discuter, nous entendre sur les réformes constitutionnelles, comportant entre autres les points suivants. Le mot de scrutin... Ce que vous n'avez jamais réussi à faire. Hein? Quelle magie
Par quel... Ce que ça n'arrange pas, n'ont jamais voulu faire. Alors, donc, aujourd'hui, puisque nous sommes allés chercher la CEDEAO, elle vient, elle dit, oui, notre constitution est en décalage par rapport aux normes de la CEDEAO. Nous devons le faire. Nous avons une crise qui naît de notre vie politique, qui n'est pas équilibrée. Nous devons l'équilibrer. Nous avons un problème d'élection. Nous devons mettre en œuvre les mesures pour parvenir à des élections. Nous, CEDEAO, nous pouvons vous apporter notre appui technique et les observateurs. Donc, aujourd'hui, le champ est ouvert. Il nous appartient de voir ce que nous voulons adopter. Oui, mais dans cette discussion, d'où viendra le consensus? Parce que quand vous parlez, parfois, en vous écoutant... Mais vous savez, le consensus est là. D'une part, il s'agit le consensus mais le consensus, il était dégagé en 2014, lorsque le gouvernement a adopté en Conseil des ministres un projet de loi qu'il a soumis à l'Assemblée nationale, que la commission des lois a voté à l'Assemblée nationale, et que la plénière a... Une fois encore est venue de cette phrase, en aucun cas, si le gouvernement... Vous savez, si le gouvernement veut, parce que la CEDEAO nous a dit, il faut que ces réformes-là, nous puissions les faire adopter par voie parlementaire. Si l'Assemblée nationale bloque, comme en Assemblée le dit, ce qui n'est en réalité pas le cas, mais si c'est l'Assemblée nationale qui bloque, ramenons ce texte de loi de 2014, puisqu'il était adopté par la plénière, puisqu'il a été accepté par toutes les sensibilités de l'opposition, ramenant ce texte-là et soumettant à la pas sûr. Est-ce que toutes les sensibilités mais si, toute l'opposition dans son ensemble avait voté, y compris le candidat indépendant. Non, il me semble qu'à l'époque, le test avait été rejeté par l'opposition parce que le bout de phrase, en aucun cas, nul ne peut... Non, je vous parle du projet de loi de juin 2014 qui a prévu en gras, en aucun cas, nul ne peut. En gras, s'il vous plaît. Oui, et le gras a été élagué dans la commission des lois. Quoi? Oui. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et à l'Assemblée, au plénière, c'est l'opposition seule qui a voté pour le projet de loi d'un gouvernement, alors que toute la majorité présidentielle l'avait rejeté. Bon, nous tenons à le souligner parce que c'est leur droit aussi, non, de rejeter oui, un texte. C'est pour cela que je dis bien, si c'est tant peu que l'on admette que c'est l'Assemblée nationale, la majorité parlementaire qui ne l'accepte pas, il faut que ce texte revienne et que, comme les dirigeants de la CEDEAO l'ont suggéré, nous puissions en arriver au mécanisme de présenter ce texte. Le chef de l'État prenne sur lui toute la responsabilité de le soumettre directement au peuple togolais. En tout cas, de mémoire de journaliste, je ne me souviens pas de ce bout de phrase en aucun cas. Mais bien sûr non, ce n'était pas dans le test du gouvernement. Mais non, je vous fais grâce. Si vous voulez, je vous repose sur votre table le projet de loi. Bon, vous savez, vous pensez que ce texte fait peur au gouvernement à ce point? Non, moi je pense qu'il joue parce que... Je ne me souviens pas, je n'ai pas souvenance de ce bout de phrase. Mais donc il fait il fait vraiment peur au gouvernement. On aura l'occasion de vérifier. Mais vous évoquiez tantôt la reprise des activités de la Commission électorale nationale indépendante qui demande de faire vite pour aller aux élections en décembre et prévoyant notamment, c'est d'ailleurs fait, l'installation des membres de commissions locales indépendantes CELI et puis la convocation pour la révision du fichier électoral à partir du 1er octobre. Est-ce que ce n'est pas normal? Vous savez, je connais des dirigeants, des responsables de l'opposition qui ont du mal à dire la CENI a dit ça. Parce qu'ils aimeraient qu'on trouve autre chose à dire. Ah bon? Vous savez, ouais, parce qu'il y a il y a un décalage entre nous. Vous savez, nous sommes dans un pays où nous nous permettons chacun d'utiliser des mots avec des contenus peut-être différents, mais les mêmes mots français. Alors, donc, la CENI actuelle, la CENI n'existe pas. Il faut la recomposer. Mais c'est ce que les chefs d'État ont dit. S'il y a une CENI qui se dit, mais nous sommes au-dessus de la feuille de route qui a été donnée aux acteurs politiques togolais, mais elle fait ce qu'elle veut. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sur la feuille de route pour elle ne peut pas redémarrer ses activités. Comment ça? Elle s'appuie en quelle qualité? Dites-moi. Donc c'est la CENI qui met en œuvre la feuille de route. Oui, la CENI n'a pas de tâche à mettre en œuvre. Quoi?
Oui, mais la CENI s'occupe de l'organisation des élections. Mais on ne refuse pas. Maintenant, il y a un problème sur la CENI elle-même. Même il y a un problème qui la dépasse, la CENI. La CENI, c'est après. Ce n'est qu'après, même c'est subsidiairement la CENI. Il y a un problème constitutionnel. La CENI n'a été prévue que par la loi. Et on a dit de procéder à l'amélioration de la CENI pour faire en sorte que les acteurs politiques participent d'une manière inclusive. Alors, vous savez, je pense que nous ne sommes pas dans un jeu de mots. C'est triste des fois de le constater qu'au moment où notre pays est devant les enjeux énormes aujourd'hui, nous avons un taux d'endettement de 115% de notre PIB, ce qui est contraire au règlement de l'UMOA, puisque nous sommes dans une zone monétaire. Nous avons, mais je parle du Togo. Le Togo est le seul pays. Les États-Unis sont les pays les Monsieur, laissez-moi parler de mon pays. Je connais les États-Unis. Si vous allez aux États-Unis, vous n'êtes pas venu au Togo. C'est pas la même route que vous empruntez aux États-Unis pour aller au siège d'une télévision que celle que j'ai prise pour venir ici. Ce n'est pas les mêmes hôpitaux qu'on a aux États-Unis que ceux que nous avons dans notre pays. Ce n'est pas le même système éducatif qu'on a aux États-Unis que le nôtre. Il ne faudrait pas que nous nous réfugions dans nos faiblesses comme si c'était quelque chose qui s'impose fatalement à nous. Il s'agit pour nous de faire un diagnostic de nos maux et d'y apporter des remèdes. Parce que, vous savez, nos peuples n'attendent pas. Vous voyez le désarroi de la jeunesse aujourd'hui qui est obligée par tous les moyens de s'exiler pour vivre. Si vous allez dans les pays à côté, au Bénin, au Niger, au Burkina Faso, au Mali, vous ne verrez que les Togolais partout, qui font parfois des tâches ingrates. Parce que, pourquoi? Le Togo est un pays où il n'est pas possible pour la jeunesse encore de vivre, où il n'est même plus possible de tenir. Alors, si les dirigeants ne voient pas cela, ils se murent dans le luxe, parce que la seule chose que vous voyez au Togo, c'est les véhicules de luxe RTG que vous pouvez voir. En dehors de ça, il n'y a plus rien. Alors, si les dirigeants pensent que la vie ou la responsabilité, ce n'est que cela, la vôtre n'est pas moins luxueuse, hein, je la connais, votre voiture, maître Abidji. Je rêve de la voir. Moi, je ne suis pas de ce drap. Mais vous savez, moi, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas de l'hypocrisie, ce n'est pas la langue de bois. Je pense que c'est une affaire à nous tous. Moi, je n'indexe personne. Je ne veux fustiger personne. Mais je veux que nous fassions des choix pour que nos sociétés progressent. Nous devons le faire parce que nous en avons les moyens. Nous devons le faire au risque de nos intérêts privés et particuliers parce que l'avenir le postule. Nous devons le faire parce que nous avons une responsabilité aujourd'hui envers les générations à venir. Vous savez, moi, j'ai grandi dans une situation où un fonctionnaire, un enseignant était un modèle. Moi, lorsque j'allais à l'école, mon enseignant était le modèle. Un fonctionnaire était le modèle. Aujourd'hui, lorsque j'écoute mes enfants parler des enseignants, c'est l'indigent de la société. Ce n'est pas un exemple à suivre. Nous devons renouer avec cette forme de société dans laquelle le travail est une valeur, la probité est une valeur, dans laquelle l'intérêt général est sacré, dans laquelle en effet, on met en œuvre de grands projets porteurs d'avenir pour les générations à venir. Mais pour cela, s'il vous plaît, pour cela, nous devons impérativement, au niveau des problèmes liés au choix des gouvernants, nous devons accepter un minimum de transparence, un minimum de la volonté populaire. Moi, Maître Abidji, vous savez, aujourd'hui, je ne suis candidat à rien. Peut-être demain, je serai candidat. Mais tout ce que je veux, c'est que si je suis candidat et que je suis battu à l'élection, que je sache effectivement que l'élection s'est déroulée correctement et que le vainqueur est véritablement le vainqueur. Maître Abidji, permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse. En écoutant les discours d'opposition en Afrique très souvent, le diagnostic est clair, une situation qui va très mal, mais que vous rejetez sur les gouvernants. Hein, et ce qui suppose que quand vous aurez le pouvoir, automatiquement, vous allez régler tous ces problèmes. Mais c'est qu'il faut inverser. Et il faut préparer la population à comprendre aujourd'hui. Vous êtes sûr que si vous avez le pouvoir demain, vous allez pouvoir apporter réponse à toutes les questions que vous avez soulevées? Mais écoutez, Maître Abidji, si nous avons le pouvoir, moi, dans ma conception du pouvoir, si nous avons le pouvoir demain, nous devons appeler ce peuple à un sursaut, à un sacrifice. Et ce sacrifice, il va commencer par le sommet.
pour être compris à la base. Vous avez déjà eu une partie du pouvoir, vous avez été ministre. Les véhicules dont vous parlez, les voitures luxueuses, en tant que ministre, vous avez roulé dans ces voitures. Vous avez eu l'opportunité, faisant partie donc, de la minorité d'alors. En 2005-2006, moi j'ai utilisé une Mercedes de classe C190, mais qui était une pourriture. Pour autant, j'étais ministre. Je n'avais pas besoin de fortuna. Mais non, je ne dis pas. Vous savez, lorsque vous allez dans les commissariats, dans les gendarmeries, dans les structures d'État, c'est lamentable, monsieur. C'est regrettable. Lorsque vous allez dans les établissements publics pour voir là où nos enfants s'asseyent pour recevoir l'enseignement, c'est lamentable et c'est regrettable. Lorsque vous êtes dans vos quartiers, vous voyez les sachets traîner, c'est regrettable. Vous savez, nous avons des défis énormes. Moi, je pense que dans un pays normal, qu'un ministre roule dans une belle voiture, c'est bien. Oui, mais il faut que le pays soit un pays normal. Parce qu'il ne faut pas qu'au Togo, on pense, comme on veut le croire, qu'il suffit d'être ministre pour avoir accès aux privilèges. Je pense qu'un ministre a une responsabilité et cette question de responsabilité, elle prime sur les privilèges qu'il a en contrepartie. Oui, et revenons rapidement sur l'affaire de la CENI. Parce que, en clair, qu'est-ce que vous lui reprochez si la CENI fait le recensement électoral en attendant que vous finissiez les discussions? Pourquoi en attendant? Parce que le fichier électoral, la question de recensement figure dans la feuille de route de l'Union, de la CEDEAO. La question du fichier électoral. Parce qu'il s'agit de faire une révision intégrale du fichier électoral pour rendre les fiches électorales fiables. Et il s'agit aussi d'inclure aujourd'hui, de voir la possibilité pour les Togolais résidant à l'extérieur de prendre part au vote lors des élections nationales. Toutes ces questions doivent être discutées, doivent être tranchées, la CENI recomposée, la Cour constitutionnelle recomposée pour que démarre enfin dans un avenir proche. Mais vous savez, je pense que ceux qui sont en train de faire ce qu'ils font, ils comprennent bien. Et ils comprennent bien ce qu'ils veulent. Mais s'il faut régler tous ces problèmes avant de commencer, avant de déclencher le processus électoral, est-ce qu'on ne risque pas de faire les élections en 2025? Alors, si d'une part, vous convenez qu'il faut faire les élections le 20 décembre 2018, et vous comprenez aussi que la CEDEAO nous demande ensemble d'avoir une CENI, ensemble, avec une participation équilibrée et consensuelle, et de faire une révision, avant de faire la révision, bien sûr, avant de faire la révision. Parce que le processus électoral commence par la révision du fichier électoral. Et c'est le point majeur. Et il y a toutes les propositions de l'OIF, de l'Union européenne, mais même de la CEDEAO sur l'amélioration du fichier électoral pour que les contestations ne commencent pas à ce niveau. Les autres vous savez, les contestations, c'est une chaîne. Prêt pour les élections que vous usez de subterfuge pour vous donner plus de temps. Il parle... Oui, mais attendez, je vais vous dire ceci. Est-ce que vous êtes prêt pour les élections? Vous parlez de quelle élection? Maître Abitissa, aujourd'hui, on clarifie les points là. Au mois de novembre, on va à l'élection. Mais comment voulez-vous qu'un régime aujourd'hui très minoritaire dans le pays, disposant d'une large assemblée à l'Assemblée, d'une majorité de plus de 2 tiers. Il n'y a pas de majorité, il n'y a que celle-là. Une majorité présidentielle de ce niveau-là, comment voulez-vous que moi, je n'aille pas aux élections, puisque c'est par l'élection qu'on va établir une nouvelle Assemblée nationale. Et en attendant, la majorité présidentielle, elle est tellement importante. Est-ce que vous êtes sûr qu'en allant à une élection demain, même sans réforme constitutionnelle et institutionnelle, la majorité présidentielle va avoir le même nombre de députés? C'est pas sûr. Donc c'est pour vous dire. Est-ce que vous êtes prêt parce que au sein de l'opposition, comment pouvez-vous demander à un homme, laissé le terrain pendant comment voulez-vous demander à un homme politique s'il est prêt pour l'élection? Un homme politique, il est prêt pour 2-3 élections, même si on les enchaîne. Beaucoup de choses aussi. Vous vous chamaillez beaucoup au sein de la coalition. Non, arrêtez cela. Mais c'est une comédie de mauvais goût. Vous savez, ce qui est important, moi, ce n'est pas des contingences. Tant mieux, d'ailleurs, pour le régime si l'opposition se chamaille en son sein. D'ailleurs, c'est une occasion pour qu'il accepte les réformes, qu'elles soient faites, et que nous puissions aller aux élections.
Dans quel cadre, de quelle manière l'opposition va aux élections, ce n'est pas l'affaire du régime, ni d'affaire de journalistes. Moi, je pense qu'il faut se concentrer sur ce que nous devons faire. Il faut le faire avec bonne foi. Il faut accepter des mécanismes parce qu'on ne peut pas aborder les questions liées à la limitation de mandat lorsque certaines personnes estiment que oui, moi ceci, moi cela. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Ça va bloquer ces questions-là. Donc, il faut que chacun accepte enfin que nous devons être comme les autres pays. Nous sommes le pays, je le répète, de la sous-région ouest africaine qui n'a pas de limitation de mandat. Oui, Qui en avait, elle est mais proposée, on a sauté la limitation. Nous sommes dans le seul pays où il n'y a pas d'alternance politique. Et nous sommes dans le seul pays les autres où vous avez... que l'alternance, c'est l'organisation des élections. Voilà. Bon, nous arrivons donc à la fin de notre émission et le comité de suivi même a annoncé à Lomé ce week-end, peut-être que dans les heures à venir, vous allez les rencontrer pour pouvoir relancer ce processus de discussion et enfin aboutir aux élections. Absolument, et j'espère que nous avons tous conscience que, en fait, la vie des nations, c'est une vie mouvementée, mais qu'il appartient à chacun, lorsque l'occasion se présente, de prendre ses responsabilités. Nous sommes prêts à prendre nos responsabilités. Merci, Maître Jean Abichessa, président d'honneur du Pacte socialiste pour le renouveau, PSR, parti membre de la coalition des 14. Nous arrivons à la fin de notre forum de cette semaine. Merci de votre aimable attention. À très bientôt.